Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Sébastien Henry, un homme aux multiples casquettes, mais avant tout un homme de créativité. Entrepreneur, accompagnant, auteur, chanteur, bénévole dans une association qui construit des écoles alternatives, Sébastien met sa créativité au service des autres et de leur propre élan créateur. Ensemble, on parle de ce qu'est la créativité, de ce qu'elle réveille en nous et de pourquoi elle est un puissant levier de joie et de sens. Nous parlons également des outils, habitudes et états d'esprit qui nourrissent la créativité au quotidien et permettent d'oser poursuivre ses rêves. Parce que dans un monde où les nuages peuvent parfois s'accumuler, la créativité reste un formidable rempart pour imaginer un autre monde et nous reconnecter à la gratitude et à la joie d'exister. Et comme le dit si bien Sébastien Henry, tant qu'il y a de la joie à créer, il y aura forcément quelqu'un que cela mettra également en joie. Très belle écoute à tous. Bonjour Sébastien. Bonjour. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir aujourd'hui et d'échanger avec toi. Donc merci d'être là, merci d'être avec les personnes qui vont nous écouter. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. C'est le sujet de la créativité, je pense qu'il intéresse beaucoup de monde. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on parle un peu de toi, Sébastien. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pour ceux et celles qui nous écoutent, te présenter avec tes mots? Qui es-tu? Qui je suis? Disons que j'aime généralement, quand on me pose la question de me présenter, dire que je suis déjà un homme en chemin, c'est-à-dire qui considère, j'ai 52 ans là maintenant, et je considère que j'ai encore tellement à apprendre, tellement à découvrir. Continuer à grandir, ça me passionne. Et j'aime aussi dire que comme chacun d'entre nous, homme ou femme, j'ai une seule tête, mais plusieurs casquettes. Voilà, et ça m'intéresse toujours. Je pense qu'on a tous différentes casquettes dans notre vie. Donc, j'ai celle de parents, donc j'ai 2 enfants de 10 et 12 ans. C'est un grand axe essentiel dans ma vie. Je suis aussi entrepreneur, notamment créateur d'une école, d'un collège, on en parlera peut-être. J'ai aussi une casquette d'écrivain. J'ai publié 8 livres, je continue à écrire tous les matins, ça fait partie de ma vie. C'est vraiment une grande joie du matin. Et puis, j'ai aussi une casquette qui consiste à accompagner d'autres personnes sur leur chemin de vie, des dirigeants d'entreprise, beaucoup, notamment des dirigeants qui sont pionniers, qui ont envie d'inventer de nouvelles façons de gérer l'entreprise et d'avoir un impact sur la société, sur l'environnement aussi. Voilà, puis j'accompagne des personnes qui ont envie de déployer leur créativité. Donc voilà, c'est un mélange des casquettes. Alors je les utilise pas toutes en même temps, parent, écrivain, accompagnateur et entrepreneur. Mais j'aime pouvoir passer d'une casquette à l'autre. Ça nourrit aussi ma créativité, peut-être qu'on en parlera. Un joli mélange. Alors justement, pour démarrer cette conversation, ce que je voulais te demander, Sébastien, c'est à quel moment, toi, dans ta vie, tu t'es dit que la créativité, c'était un sujet pour toi, ou en tout cas, tu as choisi d'en faire un sujet dans ta vie? Alors ça m'est venu un peu par... pas tout à fait par accident, mais par un exercice d'écoute intérieure. Donc là, on est en 2012 à peu près, 2011. J'ai fait un parcours assez classique, comme toi, je crois d'ailleurs, en école de commerce, en entreprise, et comme entrepreneur en Asie. J'avais créé mon entreprise là-bas en 2004 à peu près. Et tout allait bien, c'était un rythme assez soutenu, mais l'entrepreneur en moi était assez nourri. Mais je sentais que quelque chose me manquait, il y avait comme une petite musique de joie qui me manquait. Ça manquait finalement de sens, parce que le secteur d'activité dans lequel j'étais, je m'apercevais que
J'étais engagé en fait pour aider des entreprises à être plus performantes, mais des entreprises qui détruisaient la planète assez souvent. Et voilà, ma pratique de la méditation à l'époque m'invitait à regarder les montagnes sous un autre angle, des montagnes. Quand j'étais à Hong Kong, je voyais des montagnes rasées pour remplir la mer et construire des immeubles dessus. Il y avait plein de choses qui me choquaient, en fait, qui me choquaient de plus en plus. Et donc je suis arrivé à un tournant en me disant, mais qu'est-ce que je vais pouvoir, comment je vais pouvoir donner plus de sens à mon engagement professionnel? Et j'en suis arrivé à la conclusion que j'allais revendre toutes les parts dans mon entreprise et ouvrir une nouvelle page. Et je parlais d'écoute intérieure et je me posais la question, mais quoi faire? Je veux bien, mon intuition me suggérait de tourner la page, mais quand je lui demandais, bon, ok, qu'est-ce que je vais faire? Quand je me posais cette question, et je me vois encore dans des parcs, j'étais à Tokyo à l'époque, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui m'appelle maintenant? Et j'avais le même mot, toujours le même mot qui venait, c'est create dans l'environnement en anglais, donc ça venait en anglais, là, créer. Et je me considérais pas du tout comme créatif à l'époque. Je me disais, mais créer quoi? Je suis pas créatif. Et avec le recul des années, je vois ça comme vraiment un appel des profondeurs, un appel intérieur à aller vraiment prendre au sérieux ma créativité que j'avais. Bon, j'étais bon élève à l'école, mais du coup, je me suis beaucoup conformé au moule, dans les grandes entreprises aussi. Donc, j'avais jamais pris soin de ma créativité, véritablement. Et donc, à partir de cet appel intérieur qui m'a surpris, en fait, ça sonnait tellement juste, create, pas créer quoi, je savais pas du tout. Et donc, ça a commencé, ça, on est en 2012. Beaucoup de recherches sur la créativité, dans la littérature en anglais, en français. Comment on devient créatif, qu'est-ce que c'est que la créativité, quelle est l'approche scientifique là-dessus, toutes sortes de livres, du développement personnel, aux travaux universitaires. Et puis surtout, j'ai commencé à me lancer dans l'écriture. Moi, il n'y a personne dans ma famille qui n'ait jamais écrit aucun livre. Moi, je me considère complètement incapable d'écrire un livre. Et puis les choses se sont enchaînées, voilà, écriture de livres. Bon, j'avais la fibre d'entrepreneur, mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'était différent quand même de la créativité brute, qui est pour moi très synonyme de joie. Et je l'ai retrouvé dans l'écriture. Voilà, j'ai commencé à expérimenter. Puis je me suis aperçu que à chaque fois que je m'offrais des temps de créativité, il y avait beaucoup de joie. C'était une sorte de joie brute et une sorte de retour à moi-même. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé, en écoutant cette petite voix intérieure qui m'invitait à créer, alors que je ne savais pas du tout en quoi ça pourrait consister. Alors tu as dit je ne me pensais pas créatif. Moi, c'est aussi une phrase que j'ai souvent entendue, que ce soit dans mes équipes où je me la suis dite aussi moi-même. Ouais. Avec le recul et justement toutes les recherches que tu as faites, est-ce que finalement la créativité c'est quelque chose qui est un peu inné, on est plus ou moins créatif, ou c'est vraiment quelque chose qu'on peut cultiver? Moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont spontanément, naturellement plus créatives, encore que je pense c'est beaucoup lié à l'éducation. C'est-à-dire que je le vois, que j'ai créé une école, il y a beaucoup de créativité brute chez les enfants, ils la perdent souvent au fil de la scolarité ou dans l'environnement familial. Donc peut-être qu'il y a le même potentiel au départ, plus ou moins, mais que certains enfants ont été encouragés à déployer leur créativité et d'autres non. Donc il y a une sorte d'inégalité quand même à la fin de la scolarité. Il n'y a pas la même créativité brute chez les différents enfants. Après, quel que soit donc le capital avec lequel on part à la fin de la scolarité, pour moi il y a vraiment, et je le vois parce que j'ai accompagné plus de 200 personnes dans leur potentiel créatif, dans le déploiement de leur potentiel créatif, en chaque personne que j'ai pu accompagner, il y a une étincelle, il y a une énergie créative qui peut être stimulée, encouragée, et qui après va venir fertiliser différents champs. Certains, ça va être le champ artistique, d'autres, ça va être le champ relationnel, d'autres, ça va être le champ d'entrepreneuriat. D'une personne à l'autre, ça va pouvoir prendre des formes très différentes à la créativité. Et beaucoup de gens qui se disent, pour moi, pas créatif, c'est parce qu'ils limitent l'application de la créativité au seul champ artistique. Donc voilà, je sais pas peindre, je sais pas composer de la musique, donc je suis pas créatif, ou je sais pas écrire, donc je suis pas créatif. Mais il y a plein d'autres champs dans lesquels la créativité peut s'appliquer. Comment tu l'as défini, toi, justement, si on devait poser un peu comme ça une définition de la créativité, et peut-être qu'est-ce qui la distingue d'une forme d'originalité? Est-ce qu'il faut être original pour être créatif ou pas, en fait? Bonne question. Et moi, j'avais été séduit par une distinction que j'avais trouvée dans des travaux aux États-Unis. La créativité avec un grand C, avec un petit c. La créativité avec un grand C, c'est inventer, faire émerger quelque chose que personne n'a jamais fait émerger avant. Je pense souvent quand j'écoute des morceaux de Chopin, je me dis, dans le contexte du milieu du XIXe siècle, personne n'avait
et composer des musiques comme ça. Donc c'est vraiment la créativité à un grand C, mais elle est un peu écrasante. En même temps, on se dit, voilà, si on se compare à ça. Et puis il y a la créativité avec un petit c, qui est arriver à faire ce qu'on n'a jamais fait de nous, et aller ouvrir de nouveaux champs. Et peut-être qu'on va écrire quelque chose qui va être assez proche d'autres travaux qui ont été publiés, mais c'est pas grave. C'est quelque chose qui a émergé de nous, qu'on n'a jamais fait avant. Il y a un aspect quand même nouveauté, mais ça n'a pas besoin d'être toujours la créativité avec un grand C, quelque chose que personne n'a jamais fait dans le monde, parce que là pour le coup, c'est sacrément écrasant. Donc ça dépend à quoi on se compare finalement. Ouais. Qu'est-ce qu'on prend comme référentiel, quoi. Le problème, c'est que la plupart, encore une fois, c'est mon expérience d'avoir accompagné plus de 200 personnes, les gens ont la plupart du temps la tendance à se comparer à ce qui se fait de mieux dans chaque domaine. Donc forcément, je suis en train de lire beaucoup de travaux de Christian Bobin. J'essaie de donner une touche en ce moment plus poétique à mon écriture. Donc si je me compare à Christian Bobin, évidemment, d'emblée, il y a un écrasement. En revanche, si je pars de ma joie brute, voilà, mon intention en ce moment, c'est de parvenir à une écriture plus vivifiée et libérée. Là, à partir du moment où je vais arriver de texte en texte, de recueil en recueil, de livre en livre, à avoir cette écriture vivifiée et libérée, il y aura une source de joie énorme pour moi, Bobin ou pas, Christian Bobin ou pas Christian Bobin. Donc je crois que c'est vraiment pour moi l'indicateur le plus sûr de notre cheminement dans la créativité, c'est la joie brute qu'on trouve. Et j'encourage beaucoup les gens que j'accompagne à aller se mettre à l'écoute de la joie brute, ce qu'ils trouvent dans telle ou telle activité, parce que pour moi c'est un très bon indicateur qu'on est sur un chemin juste pour nous. Toi, ça t'a apporté beaucoup d'épanouissement de libérer ta créativité? Ah oui, c'est une joie pour ma vie. Et il se trouve que je suis en train de mettre là dernièrement un album de chansons, dont plusieurs chansons qui me font toucher du doigt, que je me sens beaucoup plus joyeux et beaucoup plus jeune finalement. Là j'ai 52 ans, mais qu'à 40 ans, ou à 35 ans en tout cas, ça c'est sûr. Si je compare avec l'homme que j'étais à 35 ans, je suis beaucoup plus joyeux, vivant, qui a 17 ans. Donc ça, c'est pour moi l'effet du travail sur la créativité. Justement, les gens qui nous écoutent vont se dire « Ok, moi j'ai envie de déployer ma créativité. Comment on fait par quoi on commence? Est-ce qu'il y a des routines? Est-ce que toi, il y a des choses que tu as mis en place qui pourraient aider les gens justement à déployer leur potentiel créatif? Est-ce qu'il y a des routines, des habitudes? Ouais. Alors le mot routine ou discipline, il va rebuter pas mal de monde. Il va intéresser certains. Donc je l'emploie pas toujours, mais j'aime bien la notion d'habitude créative. Je suis pas le seul d'ailleurs à parler de ça. Il y a une chorégraphe américaine qui a écrit un très beau livre qui s'appelle The Creative Habits, donc l'habitude créative. Et effectivement, ça commence très souvent. Alors, ça commence par. Il y a deux étapes vraiment importantes pour moi au début d'un chemin, pour les personnes qui veulent se reconnecter à leur créativité et puis la déployer, la vivifier justement. Une, c'est des habitudes, c'est-à-dire des habitudes déjà de sanctuariser, j'aime bien ce mot de sanctuariser, du temps régulièrement pour prendre soin de cette créativité. Et une autrice que j'ai bien aimée, qui avait comparé notre travail de création, même à très faible échelle pour nous, très modeste, à un compagnon, une compagne, un lover, comme c'est américain. On a toujours du temps pour quelqu'un qu'on aime en fait. Quelqu'un d'autre amoureux, on trouve toujours du temps. Ne serait-ce que, voilà, il n'y a pas beaucoup de temps, on va toujours se croiser entre deux trains, trouver un moment pour se parler une demi-heure. Enfin voilà, elle dit, prenez votre envie créatrice, votre travail de création, portez-les au même niveau d'attention qu'un amoureux ou une amoureuse. Et j'avais bien aimé ça. Donc c'est pas forcément énormément de temps, mais il y a vraiment, ça c'est très important, ce geste fondamental ou cette décision fondamentale de dire, même si c'est pas beaucoup de temps, c'est une demi-heure, 1 heure par semaine, je vais m'accorder un peu de temps pour soit écouter ce qui a besoin d'être, ce que j'ai envie de créer, donc c'est déjà un petit temps d'introspection, ou pour passer à l'action encore plus important pour moi, pour se mettre à dessiner, pour se mettre à écrire, pour se pencher sur un projet de réinvention de sa carrière. Enfin, c'est vraiment du temps dédié à cette envie de création. Ça, c'est une première chose. Et moi, je suis un grand fan aussi de tout le travail qui peut être fait. Enfin, le mot travail, d'ailleurs, c'est plus une habitude, justement. C'est pas forcément lourd comme un travail, mais de se reconnecter à nos envies profondes, à nos aspirations, à nos rêves. C'est-à-dire de prendre le temps, beaucoup ça peut être par la visualisation, ça peut être par l'écriture, se dire, mais se reconnecter à qu'est-ce que j'ai envie, finalement, de faire advenir dans ma vie, même si ça paraît pas possible maintenant. Par exemple, je vais juste prendre l'exemple de l'école. Moi, j'avais jamais créé d'école, je ne connaissais pas du tout le milieu scolaire. Quand
Alors ton école, la Forêt des Lucioles. Ouais, voilà, qui a été ouverte en 2019. Mais pour moi, ça a commencé pour mettre ce rêve en action, à visualiser ce que j'aimerais qu'il se passe dans cette école. Bon, la cérémonie d'ouverture déjà, mais aussi qu'est-ce que j'aimerais voir se passer dans cette école, qu'est-ce que j'aimerais voir dans le regard des enfants, qu'est-ce que j'aimerais, quel type d'enfants j'aimerais accueillir. On a accueilli, il n'y a pas que ça, mais il y a des enfants qu'on a accueillis qui étaient vraiment complètement dégoûtés de l'école, qui n'avaient plus envie d'apprendre, qui étaient en train de se faner comme une plante qui n'a pas été arrosée. Et moi, dès le début, je me dis, je veux voir des enfants qui n'aimaient plus l'école, qui y allaient à reculons, et qui se revitalisent ou qui revivent comme une plante qui n'a pas eu d'eau depuis longtemps, en fait. Moi, c'est toujours ça, ça m'étonne. Et une plante qui est en train de se dessécher, on la sent presque vibrer, hein. De l'eau en quelques heures, ou parfois même plus tôt, on sent qu'il y a quelque chose qui repart, quoi. Il y a la vie qui repart. Et c'est pareil pour les enfants. Je me suis dit, voilà, avant de créer l'école, avant de savoir même comment, je me dis, je veux voir ces scènes-là. Je veux voir des enfants qui reprennent goût à la vie, en qui revient l'envie d'apprendre. Et donc, on peut se dire, bon, ben, c'est ok, une fois qu'on a dit ça, ou fait ça, c'est pas grand-chose. Mais pour moi, c'est énorme, en fait. Parce que si cette envie, et je les faisais tous les jours, en fait, la cérémonie d'ouverture, tous les jours, pendant 2 ans, pour créer cette école, je me reliais à cette scène. Je me dis, je veux voir des enfants qui ont et je ressens l'émotion là, en en parlant. Hein. C'est un moteur extrêmement puissant pour moi. Donc là, c'est la question du sens que tu viens toucher quand même du doigt. Ouais, du sens. Parce que ton école, tu l'as créée, pourquoi tu l'as dit? Pour avoir un modèle différent, parce que c'est une école qui est quand même innovante. Tu peux peut-être nous en dire un mot, en quoi elle se distingue justement des autres écoles? Oui, je peux en dire quelques mots, je vais pas être trop loin. En plus, je suis assez... je peux être... je suis tellement passionné par le sujet que ça peut prendre tout le temps du podcast. Donc je veux pas... Si les gens qui nous écoutent sont pas forcément intéressés par le sujet, mais non, c'est une école où on essaie vraiment d'innover pour passer du temps d'enseignement en nature, que les enfants aient un temps régulier de reconnexion à la nature et d'enseignement dans la nature. Et on accorde évidemment beaucoup d'importance aussi à la créativité. On se dit, voilà, un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à des enfants en primaire, c'est les aider à préserver leur créativité et peut-être mieux encore à la déployer davantage. Qu'on couvre le programme de l'éducation nationale, bien sûr, mais il y a plein de façons de couvrir le programme. Les écoles comme ça qu'on peut créer privées hors contrat, elles ont la liberté pédagogique. Il y a une obligation de suivre le programme de l'éducation nationale, mais on peut le faire de plein de façons. On peut le faire notamment en nature, on peut le faire de façon ultra créative et encourager la créativité des enfants. Voilà. Donc ça, oui, c'est lié à ce sens. Pour moi, cette école avait beaucoup de sens, mais en fait, l'idée, c'est d'imaginer des moments, des scènes qui vont nous enthousiasmer et qui vont nous donner l'envie de passer à l'action. Donc, par exemple, ça va être sur un livre, imaginez ce que les lecteurs vont pouvoir y trouver, par exemple. Bon, il peut y avoir, voilà, j'aimerais vraiment quand les lecteurs auront mon livre en main, qu'ils ressentent telle ou telle émotion, ou que ça leur donne envie d'agir, ou que ça, voilà, se relier à cette intention, en fait. Je trouve que c'est très important, parce que c'est un peu comme mettre une étincelle au bûcher, en fait. C'est ça qui va nous donner l'envie. Je sais pas si c'est clair ou pas. Mais... Non, c'est très clair, et moi je te rejoins parce que c'est vrai que moi aussi la visualisation créatrice, de s'imaginer, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, notamment dans le podcast, quand je crée, voilà, quand je vais à la rencontre de gens, et ça me donne vraiment un élan pour aller à la rencontre de certaines personnes, pour créer des épisodes. Donc je pense que c'est vraiment un moteur très puissant. Et ce que je me dis, c'est que quand même, ça nécessite un certain lâcher-prise. Parce que c'est vrai que dans notre vie quotidienne, où on a plein de choses dans la tête, plein de tâches, de choses qui nous encombrent l'esprit, est-ce qu'il y a un moment donné où il faut quand même libérer... Alors le mental, je sais pas d'ailleurs si c'est vraiment le mental qui est acteur dans la créativité, mais est-ce qu'il faut faire de la place pour que cette créativité puisse émerger? Ouais, j'en viens à ce thème je trouve qu'on a des vies tellement remplies que, à part les gens qui ont une profession dans laquelle la créativité est essentielle, et il n'y en a pas tant que ça, enfin, en tout cas, où la créativité est centrale, mais c'est vraiment un effort, mais qui vaut le coup, de se dire, peut-être en début de semaine ou en début de journée, tiens, quand est-ce que je vais pouvoir préserver un temps où je vais pouvoir prendre soin de ma créativité ? Ne serait-ce qu'à me relier à cette intention déjà, où je pouvais penser à cette école que j'ai envie de créer, ou à ce livre que j'ai envie de publier, ou à ce travail manuel que j'ai envie de faire, et pas juste laisser ça au hasard, de se dire, je m'y mettrai quand j'aurai le temps. Parce que ça, il y a tellement peu de temps libre, toi tu as des jeunes enfants, tu vas me dire, hein, donc en plus en tant que parent de jeunes enfants,
Les moments où on n'a rien à faire sont rares. sont très rares. Donc c'est plutôt l'inverse, en fait, de renverser la logique, de dire tiens, je vais organiser ma vie le plus possible autour de ce temps que je vais pouvoir préserver, même si c'est 1 heure par semaine. C'est mieux que rien, j'ai tendance à dire. On peut dire que c'est rien, mais c'est nettement mieux que rien quand même. J'avais écouté, je sais plus, c'était pendant une conférence ou autre, une technique justement d'une personne qui disait quand vous avez le cerveau rempli de choses, de soucis, de tracas, parce que c'est quand même notre quotidien, pour libérer la créativité, faites un peu ce qu'on appelle en anglais le brain dump, le vidage un peu de cerveau, écrire sur une feuille tout ce qui nous passe par la tête ou nous tracasse pour vraiment, comme si on vidait un peu un disque dur et vraiment recommencer sur une page blanche. Donc parfois je fais ça, j'écris sur mon cahier. C'est vrai que ça aide à vider l'esprit, quoi. Ouais, puis il y a d'autres pratiques. Les temps de marche en nature prolongée ont le même effet. On sait maintenant que la nature a un impact sur le fonctionnement du cerveau. L'amplitude, la fréquence des ondes se modifie, des ondes cérébrales. C'est un peu comme si on passait sur une autre fréquence. Et donc, il y a des travaux maintenant très précis sur le lien entre connexion à la nature et créativité. Il y a aussi les techniques de méditation qui permettent moi, je médite aussi depuis un temps. Moi, j'ai vu vraiment le lien entre la pratique de la méditation et la créativité. Au bout de plusieurs années, je l'expliquais tout à l'heure, je ne me sentais pas créatif. Mais c'est ça aussi qui m'a intrigué. Je sentais de plus en plus au fil de ma pratique, au fil des mois, au fil des années, qu'il y avait de plus en plus de petites bulles créatives. De moments où je sentais un petit surgissement de créativité, pas grand-chose forcément, mais et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et je suis allé aussi rencontrer pas mal de gens pour leur demander qui avaient une pratique de la méditation, pour leur demander si eux aussi ça faisait ça pour eux. Donc ça, j'ai traité ça dans un de mes livres qui s'appelle C'est décideurs qui méditent et s'engagent. Je me suis plutôt intéressé là aux dirigeants d'entreprise, mais beaucoup m'ont dit que c'était une pratique indispensable. En tant que dirigeant d'entreprise, eux, ils ont évidemment la tête encore plus remplie de soucis que la moyenne des gens. Et beaucoup me disaient à quel point ça les aidait à retrouver des espaces de créativité. Donc la marche en nature, la méditation, est-ce que tu en as d'autres auxquels tu penses comme ça? Après, il y a aussi il y a vraiment l'aspect aussi. Alors ça va dépendre des gens qui ont certains ont un profil plus solitaire, mais il y a l'énergie de la créativité est pour moi hautement contagieuse. Moi, je me suis aperçu que le temps passé à jouer avec mes enfants stimulait énormément ma créativité. Alors, il n'y a pas que les enfants. Les enfants déjà apprécient beaucoup qu'on joue avec eux, donc c'est un moment très plaisant. Mais les enfants sont très créatifs aussi. Oui. Beaucoup d'idées. Plus ou moins, mais globalement, dans le jeu, il y a quand même, dans mon expérience, un encouragement aussi à leur apporter, parce qu'ils vont souvent se caler sur des jeux qu'ils connaissent déjà. Voilà, le touche-touche, voilà, ils connaissent les règles. Et donc, avec mes propres enfants, on a fait beaucoup de belles découvertes en disant tiens, on va inventer un jeu. Je tends une piste et puis on voit tiens, comment on va pouvoir porter ce jeu et le modifier, le faire grandir, le faire évoluer. Mais bon, globalement, les enfants sont de très bons compagnons pour. Moi, j'ai l'image des bûches trempées et des bûches qui sont déjà avec déjà en flammes. Et bon, désolé, vous les auditeurs qui nous écoutez, je ne vais pas vous traiter de bûches trempées, mais quand même beaucoup en matière de créativité. On est beaucoup adultes. Et moi, je me sentais vraiment comme ça, être un peu des bûches trempées, c'est-à-dire la flamme de la créativité part pas tout de suite, quoi. Et des bûches vives, comme les enfants, peuvent nous aider à prendre feu. Voilà. Donc il y a aussi les rencontres, ça peut être aussi des personnes, pas uniquement des enfants, mais des personnes très créatives de notre entourage. Et je ne sais pas si vous qui nous écoutez, vous avez des exemples en tête, mais il y a des gens, dès qu'on s'en approche, on se sent plus créatif, plus joyeux, plus léger, parce qu'ils incarnent une énergie de créativité. Et d'ailleurs, c'est pas forcément physique, parce qu'on peut s'inspirer de la créativité des autres en écoutant des podcasts, leurs livres également, lire des livres. Je trouve que la lecture, c'est une grande source aussi d'inspiration. Ouais, mais globalement, quand même, moi je suis très sensible à l'énergie des gens. Il y a des gens qui sont porteurs d'énergie, alors on peut la sentir à travers les livres, à travers des podcasts, bien sûr. Mais c'est vrai que le contact, la proximité physique et c'est pas forcément des gens connus, justement. Moi je suis sûr que vous qui nous écoutez, vous avez une grand-mère, un cousin, un ami ultra créatif. À chaque fois que vous approchez d'elle ou de lui, ça pétille, et il y a une sorte de transfusion de créativité qui est assez intéressante. Donc on peut aussi se dire, tiens, je vais essayer de voir cette personne plus souvent.
ou de jouer plus souvent avec ses enfants. Bah, dans le quotidien des parents, d'ailleurs, jouer avec ses enfants, c'est jamais non plus tellement une priorité, sauf pour certains, parce que c'est un peu ce qui vient en dernier, quoi. Quand on a rangé la cuisine, quand on a fait tout ce qu'il y a à faire, tiens, un petit temps de jeu. Et je pense que c'est un tel lien aussi avec les enfants. Je ne me considère pas du tout comme exemplaire, hein, mais en revanche, j'ai pris un tel plaisir et je sentais tellement que ça stimulait ma créativité de jouer avec eux, et que ça favorisait le lien aussi, que j'ai beaucoup joué. Un peu moins maintenant, je suis un peu en déshérence là-dessus, parce qu'à 10-12 ans, ils ont 10-12 ans maintenant, et les jeux que j'ai beaucoup... Ils jouent moins ? Bah ouais, ils sont un peu périmés la plupart. Ils me disent là, papa, bon, ce jeu-là, c'est bon, on va plus jouer à ça. Donc il faut que je me réinvente là. Il y a un champ d'exploration. Ah oui, carrément. Ça m'a fait penser aussi au sujet de l'intelligence. Parce qu'on parle beaucoup de l'intelligence, et puis dans nos sociétés, être intelligent, c'est important. Quoique maintenant, on se dit qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Et je me demandais quel est le lien entre, justement, l'intelligence et la créativité, s'il y en a un. Et est-ce que, quelque part, la créativité vient booster nos intelligences ? Ouais, c'est une bonne question. Alors, les intelligences multiples, pour moi, c'est vraiment fondamental. Et dans le collège que j'ai créé, et dans l'école aussi, on insiste vraiment là-dessus, auprès des enfants. Qu'il y a l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence relationnelle, il y a l'intelligence spirituelle, il y a l'intelligence du corps, l'intelligence, voilà, il y a plein de formes d'intelligence, et pas que uniquement l'intelligence déductive, analytique, qui est celle valorisée dans les maths notamment, qui est importante, hein, c'est sûr, mais pas plus importante que, en tout cas dans la vie, dans la réussite dans la vie, on sait bien maintenant que c'est pas forcément la plus importante. Par rapport à la créativité, ça dépend des modèles. Il y en a qui intègrent l'intelligence créatrice dans le modèle des intelligences multiples. Mais pour moi, ce qui est assez certain, c'est que la créativité amène à faire des expériences qu'on n'a jamais faites avant. Et ces expériences, pour moi, vont nourrir en retour plusieurs formes d'intelligence, parce que ça nous amène dans des champs nouveaux, avec des personnes qu'on n'avait jamais rencontrées avant, et forcément, on grandit dans ces moments-là. Ça cultive notre audace, tu penses ? Oui, disons que c'est un peu, pour moi, un cercle vertueux qui peut aussi aller dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut une dose d'audace pour se lancer, mais en retour, chaque pas qu'on va faire va nourrir notre audace en retour. Je prends l'exemple de la chanson, parce que pour moi, ça a été un cap assez fondamental dans la vie. Il y a 3 ans à peu près, j'avais déjà vraiment retrouvé une énorme dose de créativité. J'avais publié 8 livres, j'avais créé cette école. J'avais fait pas mal de choses, créé plusieurs associations, voilà, pas mal de choses déjà, et je me sentais déjà hautement créatif, mais je me disais, tiens, j'en ai encore sous le pied en fait, j'ai envie d'aller explorer d'autres domaines, et j'ai commencé à écrire des chansons, avec au début 2 croyances que j'ai repérées en moi, qui étaient, bon, t'as pas une belle voix, déjà, et t'es trop vieux pour écrire des chansons. La plupart des gens qui ont percé avec du talent, ils l'ont fait à 20 ans, ou à 25 ans et pas à 50 ans, quoi. Donc, 2 croyances, t'es trop vieux et t'as pas une belle voix, c'est quand même mal parti pour écrire des chansons. Donc il m'a fallu une dose d'audace quand même pour me mettre à l'écriture, aller chercher des compositeurs, parce que je faisais les textes, mais j'ai pas les compétences. Moi, j'avais pas les compétences à l'époque du tout pour écrire les musiques, donc aller chercher des compositeurs qui pourraient s'intéresser à mes textes. Et puis pour faire une première scène avec une de mes chansons, puis ensuite 4 de mes chansons, là il a fallu une dose d'audace. Mais là où je vois la boucle, enfin le cercle vertueux qui s'enclenche, c'est que être sur scène en chantant ces chansons, ça m'a donné tellement de joie et de plénitude que ça nourrit en retour mon audace aussi. Et donc là, dans un peu plus d'un mois, je vais faire mon premier concert à Paris avec 12 de mes chansons, avec mon fils à la batterie aussi, qui va être un moment fort entre nous deux. Voilà, donc ça je sais pas si tu vois la logique ou si je suis assez clair, mais un petit peu d'audace au début pour passer à l'action, et l'audace en retour est nourrie parce que si on est en tout cas sur notre juste voie, c'est-à-dire celle qui nous nourrit vraiment en profondeur, davantage d'audace va venir de ces premiers passages à l'action. Oui, ce que tu décris, c'est vraiment ce qu'on appelle soit ce flow, cet état de grâce que tu vis et qui te rend... d'ailleurs, les études montrent que ça contribue vraiment à notre bonheur aujourd'hui. Ouais. Ces moments où on est pleinement dans ce qu'on fait, pleinement créatif. Et d'ailleurs, il se trouve qu'il y a pas mal de difficultés en ce moment côté école et collège, mais de type administratif. Enfin voilà, et ça demande beaucoup d'énergie. Et je mets vraiment un point d'honneur à passer un peu de temps chaque jour à répéter mes chansons, à les chanter.
Je peux me dire, non, mais je pourrais faire ça demain, il n'y a vraiment pas le temps aujourd'hui, mais sauf que ça me nourrit tellement intérieurement, ça nourrit ma vitalité profonde, ça nourrit ma joie. Et même 15-20 minutes à aller chanter, c'est pour moi un cadeau que je m'offre à moi-même, et qui m'aide ensuite à être plus ressourcé quand je vais travailler avec des dirigeants. J'étais avec des dirigeants aujourd'hui, une partie de la journée sur un séminaire, où il n'était pas du tout question de créativité, mais j'avais besoin quand même d'être pleinement moi-même. Donc... C'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, moi, il y a un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est la gestion du stress, comment on peut s'apaiser aussi au quotidien. Et là, tu viens un peu de faire le lien entre la créativité et le stress qu'on peut justement vivre au quotidien dans nos vies. Et ma question, c'était justement dans quelle mesure cette dose de créativité va venir apaiser un peu nos états émotionnels, nos états de stress, notre anxiété quotidienne qui est quand même dans nos vies très très présente. Ouais, moi t'as parlé tout à l'heure juste avant de la théorie du flow. Donc le flow, c'est l'impression que ça coule, tout est simple, tout est joyeux. Il y a ces moments où on est on peut dire dans la zone aussi. Donc ça fait l'objet de recherches universitaires assez poussées. Maintenant, on sait qu'il y a des moments où, un peu par hasard, par coup de chance, on se trouve dans cet état-là, mais on peut aussi créer les conditions pour ressentir ça plus régulièrement. Par exemple, dans l'écriture, pour ceux d'entre vous qui nous écoutent et qui écrivent, dans le flow, c'est... Il y a des jours en écriture où vous passez 1 heure à écrire 2 phrases qui tiennent pas debout, et puis il y a des jours où vous faites 2 pages avec un plaisir, tout semble s'aligner, l'écriture est fluide, c'est plaisant, c'est même enthousiasmant. Et ça, c'est le flow, en fait, quand tout devient facile et fluide. Et on peut, et dans ces moments-là, c'est aussi profondément, c'est plus qu'une détente profonde, c'est pour moi un épanouissement, c'est presque une sensation de plénitude. Donc oui, dans ces moments-là, le stress devient beaucoup moins prégnant. Ouais. Parce qu'on pense plus justement à ce qui nous tracasse, on Exactement. est tellement dans la... Les soucis deviennent secondaires, complètement secondaires. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'on s'en débarrasse, il faudra les reprendre après. Mais si je prends par exemple des questions administratives ou lourdes à gérer, de contrats de travail, parfois quand on a des employés, ça colle pas, il faut trouver une solution pour peut-être mettre un terme à la collaboration. Donc voilà, c'est des sujets durs. Donc ils disparaissent pas, ces sujets, moi quand je vais chanter ou quand je vais écrire. Mais en revanche, quand je reviens après avoir ces temps immergé dans cette sensation de flow, j'ai une autre plus de lucidité et plus d'apaisement intérieur pour trouver une solution juste pour tout le monde. Dans cette idée du flow, donc juste pour ceux qui nous écoutent, donc la théorie du flow, elle a été théorisée par un docteur en psychologie hongrois, dont le nom est Mihaly. Et voilà, je comptais sur toi. Non, mais moi je comptais sur toi. Non, même en répétant, j'y arrive toujours pas. Mihaly, et on laissera les auditeurs aller chercher son nom de famille. Mais ce qu'il met quand même en exergue, c'est que pour être dans cet état, il faut qu'il y ait un juste alignement entre les compétences et le challenge qu'on se fixe. C'est-à-dire utiliser une bonne dose de compétences et un challenge qui soit pas ni trop haut ni trop bas. Sinon il y a trop de stress. Et donc si le challenge est trop bas ou si j'ai l'impression d'utiliser 5% de mes compétences, je vais pas être dans cet état. Donc ça nécessite aussi quand même de se poser, d'analyser quand même la situation pour, comme tu le disais, concourir à cet état de flow. Il peut surgir, mais il peut aussi se provoquer. Ouais, créer les conditions. Créer les conditions. Et ouais, ça c'est... moi je recommande vraiment, si vous nous écoutez, si ça vous intéresse, allez creuser les travaux de ce chercheur qui sont... vous pouvez lire ses livres en entier, mais il y a, si vous tapez théorie du flow sur internet, F-L-O-W, vous trouverez plein de résumés et de présentations assez succinctes en quoi ça consiste. Très intéressant. Ouais. Oui, et puis c'est intéressant de se poser la question, quelle que soit sa situation de professionnel, de se dire, est-ce que je ressens des moments de flow dans ma vie, dans mon quotidien, parce que ça donne, je trouve, une bonne jauge du niveau d'épanouissement qu'on peut ressentir dans sa vie professionnelle, mais aussi personnelle. Donc c'est bien aussi, je trouve, de se poser la question, est-ce que j'ai des moments de flow, est-ce que j'en ai pas, est-ce que j'aimerais en avoir, et du coup, comment les cultiver à travers ce que tu nous dis aussi depuis le début du podcast. Je voulais te demander, toi qui es entrepreneur depuis un certain nombre d'années, est-ce que la créativité a boosté ta confiance et l'estime que tu avais de toi? Est-ce que ça a changé à ce niveau-là? Bonne question. J'ai un oui assez massif qui vient à mon esprit. Je ne sais pas forcément encore l'argumenter maintenant, mais je vais essayer en quelques mots. Oui, parce que dès qu'on crée, alors je pense à l'apparition de mes livres, là, les chansons que je commence à chanter sur scène, l'école,
En fait, dès que vous créez, vous avez des gens qui aiment pas ce que vous faites, mais vous avez aussi des gens qui adorent ce que vous faites et qui, quand ils vous le disent, moi, des parents qui viennent me dire merci d'avoir créé cette école pour notre enfant, il est en train de revivre, de reprendre goût à l'apprentissage. Waouh! Je me dis, ce que j'ai fait, c'est pas négligeable. Quand vous recevez des messages sur un de vos livres qui dit ce livre a changé ma vie ou m'a vraiment nourri, merci, ou une chanson. Une des premières fois que j'ai chanté une chanson, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais 2 croyances, je suis trop vieux pour écrire des chansons et j'ai pas une belle voix. Un des premiers retours que j'ai eu sur de mes chansons, c'est un de mes amis qui m'a dit mon fils, il aime pas aller à l'école, mais il a écouté ta chanson en boucle pendant plusieurs matins de suite parce que ça le mettait en joie. Ça lui donnait une joie en début de journée, en fait. Je me dis, waouh, ok. Donc là, l'estime. Après, on peut se dire, oui, mais aussi, il y a plein de gens qui vous disent qu'ils n'aiment pas ce que vous faites, et ça peut être assez sanglant. Mais dans mon expérience, il y a plus de gens, il y a une certaine bienveillance quand même. Après, ça va dépendre du niveau de notoriété. Quand vous êtes exposé à des magazines ou à des journalistes ou à des mondes où il y a beaucoup de jalousie et de rivalité, je sais que beaucoup en prennent beaucoup en pleine tête. Mais globalement, quand même, moi j'ai toujours vu plus de personnes qui me donnaient des retours positifs et encourageants que de personnes qui cherchaient à m'écraser. Et puis après, ça arrive toujours, hein, mais après c'est aussi une sorte de discipline intérieure pour mettre à juste distance des commentaires. Ça ne veut pas dire les ignorer, mais j'en ai eu aussi, bien sûr. Hein. Dire, ok, cette personne dit ça, je vois que ça a tendance à m'écraser, à me ratatiner intérieurement. Mais je mets ça à juste distance et ça marche pas toujours, mais globalement, il y a une sorte d'entraînement. C'est son jugement. Et ça n'a pas besoin de me détruire, en fait. Ou j'ai pas besoin de me laisser détruire par ce jugement. Et tu arrives à faire en sorte que ça n'atteigne pas, justement, ton énergie créative, en te disant, je vais continuer à créer, quand bien même, ça résonne pas aux yeux, aux oreilles de tout le monde? En fait, c'est aussi mon expérience d'auditeur et de lecteur. Je vois bien à quel point, déjà sur l'écriture, c'est tellement subjectif. Même les auteurs les plus reconnus, ils se font régulièrement massacrer. Je connais pas de musicien ou d'auteur de chansons qui plaît à tout le monde non plus. Il y a toujours une partie de la population qui va dire mais c'est absolument nul, c'est inaudible. Et donc voilà, c'est tellement. Et j'ai lu près de 200 biographies de grands créateurs. Et quand j'ai vu que des gens comme Victor Hugo, qui sont considérés maintenant des monuments, à la sortie des Misérables, par exemple, Victor Hugo a été laminé, absolument laminé. Il y a des gens qui l'ont traîné dans la boue, Zola pareil. Et je me dis, même ces gens-là ont été complètement laminés, et ils ont continué à créer. Je pense que c'est... Mais pareil, je crois que sur ce sujet-là de l'estime et puis de la critique, moi, ma flamme, mon guide intérieur, mon phare, c'est la joie. Et je me dis, tant qu'il y a de la joie dans mes chansons, dans mes livres, tant que je prends de la joie à écrire mes chansons, mes livres, à créer une école, collège, forcément, il y aura au moins une partie des gens qui vont ressentir cette joie et qui vont la savourer, et que ça va mettre en joie, que ça, en retour, mettre en joie. Et je me dis, déjà ça. Il y aura plein de gens que ça mettra pas en joie, que ça touchera pas, mais rien que ça, dans ce monde en particulier qui est quand même il y a quand même pas mal de nuages qui s'accumulent au-dessus de nos têtes. Et quand j'ai travaillé avec un groupe d'hommes pendant plusieurs années sur la mission qu'on se donnait en tant qu'homme, en tant qu'être humain, mais en tant qu'homme en l'occurrence, moi j'ai identifié que c'était contribuer à un monde de joie en déployant ma créativité. Et on est dans d'autres affaires de même. Contribuer à un monde de joie en déployant ma créativité. Et j'ai envie de me dire, s'il y a X personnes qui, rien qu'en écoutant mes chansons, en lisant mes livres, en allant dans mon école, ressentent de la joie, c'est déjà gagné. C'est déjà gagné, en tout cas c'est nourrissant, c'est profondément gratifiant, quoi. Et après qu'il y ait des millions de personnes qui n'aiment pas mes chansons ou mes livres. Mais il y en aura toujours. À partir du moment où on aimait, je sais plus qui a dit cette phrase, à partir du moment où tu es adoré, tu es détesté. Oui, aussi. Il y a toujours les deux. Donc, franchement, je suis pas. Donc, pour revenir à ta question sur l'estime, oui, moi, déployer ma créativité, ça a renforcé mon estime, sans me prendre non plus pour ce que je ne suis pas, mais ça m'a donné beaucoup de joie et beaucoup plus de sens dans ma vie, en fait. Donc, c'est un sacré chemin. Et c'est pour ça que, moi, en fait, ce chemin, je l'ai fait, dit tout à l'heure, à partir de 2012, à peu près, j'avais 40 ans, quand même, hein. Donc, et je me dis, mais tout ce temps qu'il m'a fallu pour retrouver ma créativité, et c'est pour ça qu'au cœur du collège qu'on a créé cette année,
On va vraiment travailler pour que, à l'âge du collège en particulier, où la créativité est la plus menacée, parce qu'on bourre encore plus les crânes qu'au primaire, il y a moins d'espace pour respirer, ça s'enchaîne cours sur cours sur cours, plus de mémorisation, enfin voilà, l'espace créatif diminue de plus en plus à l'école. Hein. Et voilà, nous on veut un collège où il y ait le plus possible d'espace de création, pour que la créativité des collégiens soit préservée, à minima, soit préservée, et encore mieux, soit renforcée, vivifiée. Ouais. Ça c'est un sacré défi. Oui. Parce qu'il y a un programme à couvrir, mais c'est un sacré défi, moi, qui me passionne. Moi, je rêve, justement, je parlais tout à l'heure, hein, qu'est-ce qui m'a mis en mouvement sur ce collège? Parce que, honnêtement, je me suis posé aussi la question, j'ai déjà beaucoup de choses à faire. L'école, ça a été des milliers d'heures de boulot bénévole c'est une association, hein, pendant des années. Et qu'est-ce que je vais faire de nouveau dans cette galère de créer un collège? Et ce qui m'a aidé vraiment à tenir, et aller au bout, c'est de visualiser des moments où, en fin de troisième, les enfants qui ont fait la scolarité là-bas, ils fassent une présentation de fin d'année de quelque chose qu'ils ont créé. Et peut-être ils auront été nuls en maths, ou ils sont pas matheux, mais ils auront, lors d'une fête de fin d'année, présenté une création sur laquelle ils auront travaillé toute l'année, qui les rend fiers, qui les rend joyeux. Et rien qu'en parlant, je sens l'émotion. Je me dis, mais wow, ça sera un moment... Donc on vient juste de commencer, mais ça me fait... ça me donne une énergie immense pour travailler sur ce collège. Des gamins en fin de collège qui soient pleinement créatifs et fiers de leur créativité. Waouh, ça me fait rêver. Et puis quelque part, on les arme, ces jeunes pour affronter les défis auxquels on fait face aujourd'hui et trouver des solutions qui permettent d'évoluer dans le bon sens. Moi, c'est un cadeau à leur faire aussi, hein, dans le monde qui se prépare pour eux. Déjà, beaucoup de métiers du futur n'existent pas encore. Et il va falloir être sacrément créatif pour inventer un nouveau chemin pour la société, pour un chemin personnel aussi pour eux. Hein. Je pense que la créativité, pour moi, va être une ressource, j'allais dire des armes, mais j'ai pas envie de dire armes, de ressources fondamentales pour cette jeune génération, enfin pour les enfants qui sont dans nos écoles actuellement. Ouais. C'est rigolo que tu aies évoqué Les Misérables de Victor Hugo. Hier, justement, j'avais une discussion à ce sujet avec un ami qui me disait « Mais en fait, je comprends pas pourquoi Les Misérables, c'est une œuvre littéraire française si incroyable. J'arrive pas à voir. » Et donc, ça m'a fait sourire quand tu as parlé des Misérables, parce que justement, j'avais cette discussion hier. Comme quoi, tout est subjectif. Même Victor Hugo est sujet à Zola était laminé, mais pas aussi pour ses positions politiques. Mais chaque grand auteur, en fait, ou musicien, enfin, il y a eu des moments où ils ont été laminés par la critique. De quoi tu es le plus fier en termes de créativité, toi? C'est intéressant parce que bonne question, je me sens pas fier. Il n'y a aucune de mes créations qui me rend vraiment fier parce que je me dis... Je suis un peu comme ça, je me dis, j'aurais aimé que ce soit mieux, que mon écriture aurait été plus, que mes chansons soient plus comme ci, que l'école. Je vois encore ce qu'il y a à accomplir, en fait. Dans mon écriture, je vois qu'il y a encore un chemin devant moi. Dans les chansons, je suis au début du chemin. L'école, même, ça a que 5 ans après tout, et l'impact que je voudrais que ça ait, on n'est pas là. Mais en revanche, je peux dire que je suis fier d'avoir mené ces projets au bout, en fait. Ils sont imparfaits, mes livres sont imparfaits, mes chansons sont imparfaites, cette école est imparfaite, je suis imparfait. Donc, j'ai pas spécialement envie d'être fier de ces créations, mais j'ai envie d'être fier d'avoir honorer ma créativité et d'être allé au bout. Parce que finalement, je m'en aperçois, par exemple sur une création d'école ou un livre, le nombre de personnes, quand je fais une conférence, quand je fais des conférences qui viennent à la fin en disant « moi aussi j'ai un projet de livre, moi aussi j'ai un projet d'école, moi aussi j'ai un projet de ci, de ça ». Donc il y a plein de gens qui ont plein de projets. Mais les gens qui vont au bout, il n'y en a pas tant que ça finalement. Et j'ai envie d'honorer au moins ça. Je suis fier de ma capacité, quand j'ai un rêve, d'aller au bout et de ne pas lâcher, quoi, et d'avoir la discipline pour ça. Cette endurance, donc tu en as quand même parlé un peu tout au long de l'échange, qu'est-ce qui t'a... Sur quoi on peut s'appuyer pour garder, parce que j'entends quand même que... Enfin, je sais pas si endurance c'est le bon mot, mais on a parlé de discipline, de se trouver des espaces. Qu'est-ce qui peut nous aider justement à ne pas lâcher cette créativité, à aller au bout? Justement, tu as parlé de tes rêves, que tu as accomplis, ce que tu as visualisé, qu'est-ce que... Pour ceux qui auraient là des projets ou des envies qui nous écouteraient, de se dire, en fait, même si j'en suis au début, que j'ai pas la route toute tracée, que je sais pas si j'ai toutes les ressources en moi, même si voilà, on les découvre sur le chemin, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, s'il y avait une chose à conseiller à ceux qui nous écouteraient? Ouais, alors, il y a plusieurs choses. Je vais redire un mot quand même de la visualisation, parce que
passer un moment chaque jour, même 5 minutes, à visualiser des moments qu'on a envie de vivre. Je parlais avec l'école, voir ces enfants qui présentent un travail créatif. Ça me paraît absolument fondamental pour nourrir cette énergie en fait au quotidien, parce qu'effectivement on peut s'essouffler. Il y a aussi ne pas rester seul. En fait, je m'aperçois, la question des alliés, trouver 2-3 personnes dans notre entourage qui vont soutenir notre effort de création, même si ils vont pas forcément lire ou comprendre l'entreprise qu'on va créer, lire ce qu'on fait, mais quand on peut partager avec eux, tiens, je suis en train d'écrire ça ou je suis en train de créer ça, que ce soit des gens qui disent waouh, génial, vas-y, on te soutient, c'est génial que tu te mettes en mouvement, au lieu de gens qui vont, même bien intentionnés dans notre entourage, ah ouais, mais attends, pour vivre de l'écriture, il y en a plein qui ont essayé, ah ouais, mais attends, il y en a plein qui ont créé leur boîte, ils se sont plantés. Enfin, et je m'aperçois, j'ai accompagné encore une fois plus de 200 personnes, de l'entourage le plus proche et souvent pas très encourageant, même avec des bonnes intentions, parce que ça peut-être ça active une peur chez eux, et ils vont souvent piétiner les plates-bandes créatives, les jeunes pousses, et il n'y a pas forcément à rentrer en colère contre eux, c'est voilà, ils sont pas capables ou ils ont pas envie de nous soutenir, mais en revanche, il y a peut-être des gens autour qui sont capables de le faire, et ça peut être un ami d'enfance qu'on n'a pas vu depuis longtemps, des gens peut-être dans notre travail avec qui on n'interagit pas très souvent, mais on sent qu'il y a peut-être une appétence pour voilà. Mais je vous invite si vous nous écoutez, à vous dire tiens, ça pourrait être qui 2 ou 3 alliés, des gens à qui je pourrais aller parler de mon envie créative et pour lesquels je sais qu'elles vont pas, ces personnes, d'emblée dire ouais mais c'est pas possible, ou il y en a qui ont essayé, ils ont pas réussi, enfin, qui vont au contraire dire ouais super, vas-y, ne serait-ce que ça, c'est super intéressant. Après, si ces alliés peuvent s'engager à donner un retour régulièrement, ou en tout cas dire tiens, est-ce que je peux venir t'en parler dans 15 jours ou 3 semaines, voilà, la prochaine étape c'est ça, on peut se reparler dans 15 jours, 3 semaines, s'il peut y avoir une régularité, c'est encore mieux. Ouais. Donc pas rester seul, je pense que c'est aussi ça la grande leçon que j'ai appris quand j'ai accompagné de plus de 200 personnes, c'est que je leur apportais quelque chose par mon expérience, mon questionnement, mais qu'en fait, au sein d'un groupe, souvent de quinzaine de personnes, qui étaient là pour les mêmes raisons, un programme pour les accompagner dans le déploiement de la créativité, en fait, je me suis aperçu, c'était aussi une source d'humilité pour moi, de me dire, mais souvent, ce qui s'apportait mutuellement, eux, dans leurs encouragements, c'était aussi précieux que ce que je pouvais leur apporter moi, en fait. Donc l'effet communauté, l'effet pas rester seul, quoi. Parce que, surtout, alors après, il y a des créations où il y a des modes de création où c'est déjà un peu plus collectif, mais quand même souvent il y a un moment d'étape de création où on est seul. C'est évidemment vrai dans l'écriture, mais même dans une entreprise, hein, quand on a la chance d'avoir un associé, bon c'est bien, mais souvent, ou réinventer sa vie professionnelle, il y a des moments où on est seul quand même. Et l'idée c'est de pas rester seul trop longtemps, parce que là on peut perdre l'élan. Je sais pas si ça répond à ta question, mais oui, ça répond très bien à ma question. Merci Sébastien. Pour finir cet échange, est-ce que tu as des ressources que tu aimerais nous partager, toi qui t'ont plu, qui t'ont inspiré? Il y en a que tu as créé toi-même. Est-ce que voilà, quelques ressources pour nos auditeurs, que ce soit livres, documentaires, sur le sujet de la créativité? Un des livres que j'ai préféré, alors c'est marrant parce que cette autrice, dont je me souviens plus le nom maintenant, ça n'a pas aidé, mais son livre s'appelle Comme par magie. C'est elle qui a écrit un livre que j'ai pas trop aimé, qui s'appelle Mange, Prie, Eat, Pray, Love. Mange, Prie, Aime. Oui, c'est ça. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Ouais, je sais plus comment elle s'appelle maintenant, mais elle a écrit un autre livre qui s'appelle Comme par magie, Big Magic en anglais, et c'est pour moi un des meilleurs livres sur la créativité parce qu'il est très pétillant, il est très pertinent aussi, il est un peu bousculant. Et je vous ai parlé tout à l'heure de cette autrice, donc c'est elle qui disait mettez votre travail de création au même rang de priorité qu'un amoureux ou une amoureuse, et passez un peu de temps chaque jour. Voilà, elle a beaucoup d'images comme ça, et ça c'est vraiment une très belle ressource, je trouve, un vrai soutien, un livre compagnon. Moi, alors, je trouve que je l'ai découvert alors que je m'étais vraiment mis en mouvement, et ça a confirmé pas mal de choses, et ça m'a aussi ouvert de nouveaux horizons, mais je trouve qu'au début d'un chemin, c'est un des meilleurs livres pour se mettre en route. Voilà, c'est ce qui me vient comme ça. Ouais. Super, c'est déjà très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cette heure passée ensemble. C'était très agréable. Et puis, pour moi aussi. Je me sens plus en énergie créative encore qu'au début de l'entretien, donc c'est... également, donc c'est super, et puis j'espère que ces messages feront écho aux gens qui nous écoutent, que ça les encouragera à stimuler leur créativité et qui verront vraiment le bénéfice que ça peut avoir dans leur vie, pour leur bien-être aussi, la joie. C'est vraiment pour moi, juste pour terminer, je l'en ai parlé déjà, mais je crois que c'est tellement important dans ce monde où il y a des nuages qui s'accumulent,
J'imagine que si vous nous écoutez, vous posiez la question, qu'est-ce que je peux faire dans ce monde où il y a des nuages qui s'accumulent, déjà, être le plus possible en joie, vous êtes positivement contagieux, et il ne s'agit pas de joie forcée, mais voilà, si vous êtes au contact de votre créativité, forcément vous aurez des moments de joie, et ces moments de joie, ils vont provoquer d'autres, chez d'autres personnes. Vous allez être comme un élément contagieux positivement pour les gens autour de vous, et donc ça, c'est déjà une contribution incroyable. Ça va pas arrêter les guerres, ça va pas arrêter la dégradation de la planète, malheureusement, mais c'est quand même une sacrée contribution. Absolument. C'est un très bon mot de la fin, Sébastien. Merci infiniment pour tous tes partages et ta bonne énergie. Avec plaisir. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.